C'est bon, ça va aller. Bien. Mes chers collègues, j'ai souhaité convoquer notre commission des affaires européennes en urgence cet après-midi. En effet, cette table ronde s'est décidée entre Alain Cadec et moi-même suite à la sollicitation notamment d'Olivier Leprêtre. Et jeudi après-midi, nous avons décidé communément de réunir notre commission en urgence afin d'évoquer ce sujet d'importance capitale pour nos pêcheurs, à savoir la décision du Royaume-Uni de restreindre de manière imminente l'utilisation des arts traînants de fond dans 13 aires marines protégées. Cette mesure, qui nous a été notifiée seulement la semaine dernière, devrait entrer en vigueur dès le 22 mars 2024, dans à peine plus d'un mois. Or, elle est tout sauf anodine pour notre filière. En effet, selon les premiers éléments qui nous ont été communiqués, l'impact économique d'une telle mesure serait désastreux pour les navires français opérant dans 7 sites de Manche et de mer Celtique visés par l'interdiction de la pêche de fond. Dans la mesure où, à l'heure actuelle, ces zones marines accueillent majoritairement des pêcheurs des Hauts-de-France et de Normandie, j'ai sollicité Olivier Leprêtre et M. Marc Delahaye, respectivement président et directeur des comités des pêches de ces deux régions, ainsi que M. Philippe Delambert-Desgranges, directeur général du Comité national des pêches, qui représente aussi son président, il nous le dira, afin qu'ils puissent nous éclairer sur la portée et les conséquences des mesures annoncées par le Royaume-Uni. Alors que la filière pêche a déjà été durement éprouvée par plusieurs crises successives, qu'il s'agisse du Brexit, de la pandémie ou encore de la crise énergétique, est-elle en mesure d'absorber les pertes financières qu'entraînerait la mise en œuvre d'une telle interdiction ? J'ai également souhaité que nous puissions associer à cet échange M. Pierre Vogt, conseiller régional de Normandie, M. Daniel Fasquelle, conseiller régional des Hauts-de-France, afin de travailler de concert avec les régions concernées par cette mesure. En effet, elles ont dans leur giron deux compétences, l'activité économique et l'activité de la pêche. Donc pourriez-vous nous fournir les uns et les autres les données et estimations complémentaires s'agissant de l'impact des restrictions de pêche à venir sur les filières halieutiques régionales ? De quelle manière pouvons-nous, dans ce contexte, soutenir nos pêcheurs ? Et il m'a semblé opportun, afin de pouvoir entendre un représentant de la Direction générale de la pêche et des affaires maritimes, qu'on puisse, et j'avais eu un échange avec Éric Banel dès que nous avons eu l'information, lui demandant de venir. On avait prévu la réunion dans un premier temps hier après-midi, mais un vote obligatoire nous a obligés à la décaler, ce qui fait que c'est vous, monsieur Arnold Rondeau, qui représenterez la DG AMPA, et donc de nous expliquer les mesures décidées par le Royaume-Uni et si elles vous paraissent conformes aux engagements pris par le Royaume-Uni dans le cadre de l'accord de coopération et de commerce avec l'Union européenne, dit l'accord du Brexit. Pourriez-vous nous partager des éléments d'analyse juridique sur ce dossier ? Et enfin, la Commission européenne entend-elle réagir aux restrictions unilatérales décidées par le Royaume-Uni ? Et si oui, comment et dans quel délai ? Nous avions invité un représentant de la Commission, entre autres par son commissaire. Ils ont décliné l'invitation, n'ayant pas encore aujourd'hui assez d'informations pour pouvoir nous éclairer. Je dirais que dans ce genre de situation, ce n'est pas l'information a posteriori qu'il faut, mais c'est plutôt l'information a priori, et il vaut mieux anticiper ces événements. J'ai bien conscience que vous ne serez peut-être pas en mesure de répondre à toutes ces questions. J'avais convié aussi la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne, je vous l'ai dit. Voilà. Donc c'est une première réunion d'information pour nous. J'ai déjà saisi par oral les deux ministres concernés par nos affaires, entre autres le nouveau ministre des Affaires européennes et le ministre renouvelé de la Pêche, Hervé Berville. Je les ai informés de notre réunion cet après-midi. Je n'ai pas souhaité inviter dans un premier temps les gens du ministère directement parce que je voulais avoir un niveau d'information et je voulais que ma commission ait un niveau d'information suffisant pour pouvoir aller ensuite et très vite discuter avec les ministres, bien sûr, et discuter avec la Commission des mesures qu'il va falloir probablement prendre pour éviter à nos pêcheurs de se retrouver, comme d'ailleurs les pêcheurs du golfe de Gascogne et Alain Cadec vient de poser une question d'actualité au gouvernement, comme je l'avais fait déjà il y a 3 semaines sur le sujet du golfe de Gascogne, où, devant le fait accompli, les pêcheurs se sont retrouvés un mois à quai sans pouvoir travailler. Donc, vous voyez,
ce ne sont pas les mêmes sujets, mais finalement, et l'objectif est le même, c'est de permettre à nos pêcheurs de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc je souhaiterais tout d'abord entendre M. Lambert Desgranges au nom du Comité national des pêches pour qu'il nous donne le niveau d'information. Messieurs, je pense que dans votre propos liminaire, 5 à 10 minutes, et je sais qu'il y a aussi de la projection de documents, 5 à 10 minutes serait suffisant pour qu'on puisse ouvrir le débat avec nos commissaires et qu'on puisse définir ensemble peut-être une stratégie. On va avoir les cartes en écran. Voilà. Alors, pour le Comité national des pêches, M. Lambert Desgranges. Merci beaucoup, Allez-y. Mesdames, Messieurs les sénateurs, en préliminaire déjà, comme j'avais pu le dire au Président, vous présentez les excuses du Président Olivier Lenezet du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, qui souhaitait vivement effectivement se rendre à cette réunion d'explication du problème qui nous préoccupe gravement et qui était retenu par une urgence. Il le regrette donc vivement. En deuxième propos liminaire aussi, peut-être vous dire qu'effectivement notre état d'esprit au niveau du comité national, suite à un processus dont le président Rapin vient de rappeler l'effectivité d'ici quelques semaines pour un certain nombre d'aires marines protégées dans les eaux britanniques au regard de l'impact qu'elles vont avoir sur nos flottilles. Notre souci, il est effectivement national, ne pas oublier bien sûr que nous sommes face à un processus qui est global et en plus face à un processus qui est particulièrement complexe, mis en place par des gens qui, en matière de complexité... J'ai oublié de vous dire que cette réunion est vidéocaptée, donc actuellement visible en direct sur le site du Sénat. Les propos sont libres, bien sûr, mais c'est pour vous prévenir de fait. Donc vis-à-vis d'un pays tiers pour lequel effectivement nous savons que la subtilité n'est pas une vertu oubliée. Pour essayer d'être pédagogique, parce qu'effectivement le terme de mon intervention doit être nécessairement restreint et en même temps essayer d'être le plus parfaitement clair pour parfaire votre connaissance, je partirai du plus général au plus particulier concernant donc le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Le plus général, c'est dire d'abord que ce processus n'est pas nouveau. La création, la mise en place, l'identification, l'adoption de mesures de gestion donc sur des aires marines protégées dans les eaux britanniques est un processus qui a bientôt une quinzaine d'années. Le deuxième des points, dire qu'effectivement, même si le problème effectif territorialisé et je dirais de ce jour se situe plus particulièrement sur les côtes de la Manche, les côtes avoisinantes donc de la Manche. C'est aussi un processus plus global sur l'ensemble des eaux britanniques, le rappeler aussi, puisqu'il concerne aussi les eaux de la mer du Nord. Vous avez certainement dû entendre parler de toute la négociation qui a eu sur l'aire marine protégée du Dogger Bank, une zone éminemment historique pour les pêches dans la mer du Nord, mais aussi sur la côte ouest et bien évidemment sur les eaux relevant donc des autorités écossaises. Donc tout ça pour dire et résumer la chose en disant qu'on est face à un processus global qui concerne la totalité des eaux du Royaume-Uni, qui impacte donc bien évidemment un certain nombre de nos flottilles de façon tout à fait significative, voire même grave, qu'il s'agisse bien évidemment des flottilles de la Manche, mais aussi des flottilles, je dirais, plus hauturières ou en tout cas plus lointaines. Ça, c'est le premier aspect général de la chose. Le deuxième aspect, sans vouloir vous vous assommer de considérations ultra techniques et sophistiquées, c'est dire que depuis des années, et ce n'est pas la première fois, le Comité national, avec l'ensemble des structures professionnelles de la pêche, dénonce sur la base d'un certain nombre d'appels à manifestation de position, d'avis, les méthodes utilisées pour mettre en place ces aires marines protégées. Depuis déjà bien une douzaine d'années, les organisations professionnelles ont mis en évidence un certain nombre de lacunes, de partis pris, de décisions faiblement fondées qui effectivement nous portent préjudice. Et là effectivement aujourd'hui, nous en sommes encore à un nouveau stade, je dirais, dans le cumul ou dans l'escalade de ce type de mesures, se traduisant par effectivement maintenant des mesures de gestion, donc des mesures d'interdiction ou de restriction de la pêche dans des aires marines protégées.
Pour être bref, mais aller quand même à l'essentiel concernant justement les raisons donc de notre opposition, vous dire très brièvement qu'à travers les différents lots, il y a les autorités britanniques distinguent différents stages, c'est-à-dire en fait différents ensembles ou sous-ensembles d'aires marines protégées en fonction soit de l'objet de l'aire marine qui est donc censé être protégé, soit en fonction du type de protection qui est envisagé. Pour nous, la première des choses, c'est que le choix du périmètre nous paraît souvent peu fondé, à savoir qu'une aire marine protégée, par définition, c'est pour protéger quelque chose qui scientifiquement est avéré, a été prouvé. Et effectivement, si on regarde tout simplement en termes donc de résultantes, de constat sur l'impact sur les flottes de pêche, eh bien forcément on s'aperçoit qu'effectivement il y a moins de contraintes. D'ailleurs les autorités britanniques souvent ne le cachent pas concernant la flotte française ou les flottes européennes par rapport aux flottes britanniques. Donc on a quand même le sentiment, en tout cas a priori, donc d'un choix qui aurait des conséquences discriminatoires par rapport à nos flottes. Le deuxième des points, c'est lorsque la motivation scientifique de ces aires marines protégées est mise en avant par les autorités qui en ont charge au niveau britannique. On est très souvent sur des problématiques dites de compétition trophique. Tel ou tel périmètre donc est désigné comme devant être protégé au motif qu'il faut protéger les ressources qui, donc, dans la chaîne alimentaire, vont pouvoir protéger telle ou telle espèce dont la protection est requise. À cela, nous opposons le fait que lorsqu'on gère les stocks, toutes les autorités scientifiques prennent une part de mortalité en compte et qui est justement cette consommation naturelle du stock en dehors même de la ponction relative à la pêche. Et donc effectivement, nous estimons que c'est donc un mauvais argument qui est mis à l'avant donc de la mise en place de ces aires marines protégées, et en tout cas d'un certain nombre de ces aires marines protégées, et bien sûr des mesures de gestion consistant donc en l'interdiction des activités de pêche. Le troisième point, c'est effectivement aussi sur le plan toujours de ces motivations scientifiques, souvent ces aires marines protégées concernant donc les habitats supports, vous le savez, donc ce qu'on appelle essentiellement bien sûr les frayères ou les nourriceries, sont donc essentiellement reliés à la volonté donc de les protéger et donc de restreindre l'activité de pêche dessus. On rappellera bien évidemment que faire l'exclusive sur l'activité de pêche par rapport à son impact sur des frayères et les nourriceries, c'est d'une part ignorer le fait que année après année l'activité de pêche n'a jamais remis en cause bien sûr le caractère de ces espaces, mais c'est aussi ne pas faire du tout la part, ou en tout cas faire une absence de part concernant le fait que beaucoup d'autres facteurs influent le bon état de conservation donc de ces zones-là, et j'entends par exemple tout ce qui est les autres activités maritimes, telles que par exemple l'extraction, mais aussi bien évidemment tout ce qui est ce qu'on appelle les pollutions théoriques, donc à la fois tous ces éléments chimiques qui peuvent avoir une influence là-dessus. Autre point sur lequel effectivement nous sommes extrêmement dubitatifs, voire pas du tout d'accord, c'est l'utilisation donc par les autorités britanniques donc d'un principe de précaution qui de notre point de vue est entendu d'une façon qui n'est pas acceptable. À savoir que donc le principe de précaution, vous le savez, c'est face à un risque grave et irréversible, même avec une absence ou en tout cas un manque de connaissances scientifiques, c'est prendre des mesures pour éviter effectivement que le risque ne se produise. Alors là, effectivement, ce principe est massivement utilisé face, bien sûr, à une population protégée, éminemment protégée, puisqu'il s'agit de celle des marsouins, sur lesquels, effectivement, nous n'arrivons pas à trouver en face donc, de risques majeurs, puisqu'on ne constate que de la stabilité de ces populations-là. Et donc, effectivement, on se demande pourquoi devrait intervenir le principe de précaution. Et là, en plus, je fais aussi référence à quelque chose qui nous concerne plus directement, comme vous avez fait référence tout à l'heure, sur le golfe de Gascogne. Un certain nombre d'autres raisons, mais je ne rentrerai pas dans le détail pour ne pas vous étourdir, voilà, sur le principe de précaution, font qu'en fait, on s'aperçoit que donc, les mesures de gestion donc, qui sont adoptées, de notre point de vue, forcément, deviennent disproportionnées, puisqu'elles ne sont pas motivées, mal motivées, ou motivées, je dirais, à côté. Et donc, effectivement, chaque fois, nous nous retrouvons systématiquement face donc, à la décision donc, des autorités britanniques donc, de fonctionner
procéder soit par restriction d'activité de pêche, soit par interdiction d'activité de pêche, et donc effectivement interdiction des engins mobiles de fond, au lieu de mettre en place plutôt là où les mesures adaptées qui permettraient justement de répondre donc à l'objectif pour lequel l'aire marine, elle est protégée. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, accumulé, alors j'ai oublié de vous faire projeter au moins la première des cartes que je souhaitais faire projeter. On peut la projeter. Je ne sais pas qui la prochaine. Donc là, c'était un document tout à fait officiel qui vous montre la longue succession des différents stages, à savoir donc des différents paquets ou lots d'aires marines protégées, Monsieur le Président. Donc c'est absolument impressionnant, puisque vous devez savoir qu'à terme, on sera face très certainement à plus d'une centaine de types de périmètres protégés. Ça, c'est le premier point sur lequel je suis venu en introduction, à savoir donc cette accumulation. Peut-être qu'on pourrait projeter ensuite donc le deuxième document, s'il vous plaît, qui va vous montrer, voilà, c'est une carte là donc officielle de la part de l'agence en charge donc de cette politique-là par le gouvernement britannique. Et donc là, vous voyez les différents périmètres et donc ensuite les différentes couleurs qui correspondent donc au fameux stage et aussi aux fameux objectifs de conservation. Cette carte-là me permet effectivement de pouvoir donc vous dire en appréciation finale donc de toutes les mesures mises en place qu'effectivement nous sommes aussi face à un risque plus général et qui est extrêmement important pour nous, y compris parce que bien évidemment, vous le savez tous, la Manche est un espace étroit, relativement contigu, sur lequel la pression des activités est particulièrement importante, d'où l'importance de la planification de toutes les activités maritimes. Et c'est effectivement la peur pour nous, pour nos flottes, mais me semble-t-il aussi pour les flottes européennes, de ce qu'on appelle le mitage de l'espace. À partir du moment où effectivement vous trouvez au fur et à mesure une espèce de semi-dissémination de zones protégées et donc interdites à la pêche, et bien effectivement vous obligez les patrons pêcheurs, les navires à faire des gymkhana qui remettent en cause tout l'équilibre économique et financier de leur activité. Et donc, entre guillemets, c'est aussi une mesure d'interdiction indirecte de leur activité. Tout ça pour dire qu'effectivement, ce que nous avons fait, au regard de ce processus qui, vous le voyez, effectivement n'est pas nouveau, mais particulièrement préoccupant et en tout cas retient toute notre attention, et vous allez le comprendre. La première des choses d'abord, c'est que nous avons partagé notre inquiétude avec bien sûr nos autres collègues concernés par le problème, donc les professionnels essentiellement donc, des États de la mer du Nord. Et nous les avons partagés à travers des structures que vous connaissez peut-être, qui s'appellent des conseils consultatifs et qui, par zone géographique, effectivement, mettent en place donc l'implication des professionnels des différents pays sur les problématiques de ces zones. À ce stade, on doit bien reconnaître que nos efforts de mobilisation ou de co-mobilisation avec nos collègues, qu'ils soient belges, néerlandais, voire danois ou allemands, n'ont pas forcément donné beaucoup de fruits, si je puis me permettre. Le deuxième point... Est-ce qu'ils négocient en bilatéral ? Je n'ai pas d'informations à ce stade, Monsieur le Président. Peut-être, mais sincèrement, je n'ai pas de certitude dans l'un ou l'autre sens. Le deuxième point de ce que nous avons fait au niveau du comité national et que je devais porter à votre connaissance, c'est que, bien évidemment, à chacune de ces consultations successives du gouvernement britannique, nous avons remonté notre souci à l'État et nous avons expliqué que quand bien même ces aires marines protégées, effectivement, se font sur la base donc d'une politique légitime de protection de l'environnement, de la biodiversité et des écosystèmes marins, il n'empêche qu'effectivement l'activité de pêche doit être aussi prise en compte. Et il nous semblait qu'à ce titre-là, donc, l'ADG Marais devait pleinement s'en saisir, puisqu'elle fait quand même partie de ses conséquences et de ses compétences, et que vous le savez tous, l'ADG Marais est relativement soucieuse de ses prérogatives, puisque la politique commune des pêches, je ne vous l'apprends pas, est une des politiques parmi les plus intégrées. Et sur le sujet, je dois reconnaître que nous sommes pour l'instant dans une absence de réponse véritablement formalisée de la part de la DG Marais, et nous souhaitons donc l'obtenir parce qu'effectivement, et c'est le dernier point que je voulais porter à votre connaissance, hier donc mon président donc a signé une lettre donc sur un ton extrêmement énergique
sollicitant donc de M. Béchu le fait de ces problèmes donc d'aires marines protégées puisse avoir une évocation officielle au regard du fait que nous n'avons pas de réponse de la DG Marais sur le sujet, dans, vous le savez, l'instance spécialisée sur les pêcheries, à savoir le comité spécialisé des pêcheries, qui, vous le savez, est l'instance donc de concertation et de dialogue entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le domaine de la pêche. Et puisque même s'il s'agit donc de mesures qui sont prises au nom donc de la protection, bien sûr, de l'écosystème marin, on ne peut pas admettre qu'on ne puisse pas intervenir sur les conséquences par rapport à l'activité de pêche. Merci beaucoup. Donc je retiens extrapolation un peu exagérée des zones protégées, des aires marines protégées. Et puis deuxième point, on se trouve un peu tout seul, la France, pour la discussion actuellement. Tout à fait, Monsieur le Président. Et si vous me permettez, la production du dernier document... Le téléviseur s'est éteint. J'ai pas de chance. Vous donnez juste un exemple là d'une aire marine protégée qui, elle, nous soucie. Alors, elle n'est pas Manchester, soyons très clairs. Hein. Elle est Suroît, Cornouailles britannique. Et donc, je pense que le sénateur Cadec en a certainement entendu parler. C'est celle qui s'appelle Ekphras. Et là, vous le voyez, donc ça fait 2 ailes de papillon magnifiques. Donc à gauche, hein, donc les caractéristiques scientifiques de l'air. À droite, vous le voyez, toute la trajectographie des flottes et notamment de nos navires. Et vous remarquerez que donc le petit pont qui joint les ailes de papillon, hein, le vert à l'intérieur des ailes de papillon sont effectivement des récifs qui méritent une protection scientifique. Et ben, le petit pont bloque le passage entre les 2 ailes de papillon, alors que le petit pont, ben, lui, il n'a pas de récif. En protection. Donc là aussi, on se pose quand même la question de la motivation d'un certain nombre de ces périmètres. Merci. On va donner la parole aux 2 comités régionaux. Alors, je n'avais pas invité le comité régional de Bretagne parce qu'on était moins sur le sujet pour les Bretons. On voit qu'il est étendu aux Bretons, bien sûr, par ça. Voilà. Olivier Leprêtre, je vais vous demander chacun 5 à 10 minutes, pas plus, les 2 comités régionaux pour qu'on puisse engager le débat ensuite, enfin qu'on puisse entendre les autres intervenants. Tout d'abord, je vous remercie, monsieur le sénateur, de nous recevoir et de prendre du temps pour qu'on puisse vous expliquer un petit peu à tout le monde ce qui se passe. Après avoir passé après monsieur de Lambert, c'est compliqué parce qu'il a fait quand même, il a dressé un beau tableau de ce qui se passe en réalité pour toutes les flottes. Donc c'est quand même un peu difficile. Par contre, avec moi, l'avantage que vous allez avoir, c'est que je vais pouvoir vous expliquer ce que ça donne sur le terrain. Donc, j'ai ramené des cartes vidéo. Je pense qu'avant tout, il serait bon de les projeter pour que je puisse les argumenter ensuite. Allons-y, donc et c'est parti. Expliquer un peu ce que ça donne sur le terrain. Voici une carte représentant la situation actuelle en Manche-Mer du Nord. Différentes pressions telles que les aires marines protégées et les usages industriels se multiplient au sein de l'espace maritime. Ce morcellement accru se fait au détriment de la pêche. Une pêche durable et responsable qui permet de nourrir la population. Aujourd'hui et dans les mois à venir, des restrictions des activités de pêche sont à craindre, comme l'interdiction du chalutage dans les aires marines protégées britanniques, des mesures contre la pêche au filet et casier au sein des sites Natura 2000 français, ou encore la construction de parcs éoliens en mer, réduisant un peu plus l'espace disponible pour la flotte française. Les recommandations de la Commission européenne. Le désir des Britanniques à récupérer leurs eaux sous couvert de protection environnementale. La volonté de l'État français d'effectuer une transition énergétique plus verte. Tout cela risque d'amener à une situation inédite pour la filière. Voici l'espace maritime à plus long terme, à horizon 2030. Les contraintes et les réglementations vont s'amplifier. L'avenir du métier de marin-pêcheur s'assombrit et la souveraineté alimentaire de notre pays, tant promulguée par nos politiques, ne seront plus que de vieux souvenirs. Notre souveraineté ne peut se faire sans la pêche artisanale française. Voici une carte représentant la situation actuelle. Donc vous voyez, avec une petite vidéo d'1 minute, on arrive à comprendre très facilement ce qui se passe. Tout d'abord, il y a quelque chose que vous avez dit, monsieur le sénateur, tout à l'heure, qui m'a fait sourire, que la Commission n'a pas d'informations claires sur le sujet. Franchement, ça me fait rire. C'est bien. Oui, mais c'est bien eux les derniers à le savoir. D'ailleurs, s'ils veulent les documents sortis du MMO, je veux bien leur transférer, c'est pas un problème. Voilà, moi j'alerte quand même depuis le mois de juillet. Faut savoir que je vais parler pour la région de France, mais un peu aussi pour la Normandie,
parce qu'ils sont très impactés également. Mais pour la flottille Hauts-de-France, ces zones représentent environ 30-40% de leur chiffre d'affaires. On est en train de faire des calculs pour avoir des calculs précis. Donc j'aime autant vous dire que le port de Boulogne est un port mort d'ici peu de temps. Parce que les zones britanniques tombent le 22 mars. Bien souvent, l'encorné qu'on trouve en fin de saison, à partir d'octobre, novembre, décembre, sur la fin d'année, c'est là où on fait la plus grosse part de notre chiffre d'affaires. Et on ne pourra plus y aller. Donc autant vous dire que la flottille va rester à quai. Moi, mon analyse est vite faite. C'est une façon de récupérer leurs eaux, tout simplement. Et on le sait bien avant le Brexit que ça allait se passer comme ça. Alors là, déjà, on a eu le problème des licences que vous connaissez tous. Il a fallu 2 ans pour récupérer un maximum de licences. Il en manque encore. On n'est pas encore arrivé au bout. Mais bon, il y a eu un bon travail au niveau national de fait. Il en manque encore quelques-unes. Mais là, qu'on arrive au bout, on nous ressort des aires marines protégées, dont certaines interdites à toute pêche. En plus, pour celles qui sont interdites à toute pêche, les petits bateaux de Boulogne, les bateaux de 12 mètres, quand ils sortent de Boulogne, 30 minutes après, ils sont dans les eaux britanniques. Et dans ces zones. Ça veut dire qu'ils sont voués à la mort. Alors moi, la grosse question, elle est de dire que fait l'Union européenne face à ça. Alors, l'exercice est compliqué, parce qu'en Europe, on veut imposer aussi le même genre de zone. La seule différence, c'est qu'on essaie de discuter, et là, je suis en passe de trouver des solutions pour les zones françaises, en nord de France, sur des techniques adaptées de chalut, etc. Que là, les Anglais, ça tombe terminé, on ne peut plus rien dire. Après, une aire marine protégée, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il faut quand même se mettre à la réalité. Les pêcheurs travaillent dans ces zones depuis la nuit des temps. Alors, si les habitats et tout ce qui s'ensuit ne seraient plus viables, il y a très longtemps qu'il n'y aurait plus de poissons. Il suffit de réfléchir, tout simplement. Par contre, on n'a plus les mêmes espèces. Ça, c'est une certitude. Mais ce n'est pas dû au problème d'aires marines protégées où les zones ne sont pas protégées, etc. C'est surtout dû au réchauffement climatique. Et on voit bien que maintenant, en Manche, si on retourne 20 ans en arrière, on n'a plus du tout les mêmes espèces. C'est-à-dire, avant, on avait le cabillaud, merlan, etc. Ouais, là, on est sur de l'encorné, du rouget barbé, du thon rouge depuis 2 ans. Donc, c'est bien une preuve que c'est dû au réchauffement climatique. Alors, on a beau faire des aires marines protégées, c'est pas pour autant que le cabillaud y reviendra. Ça n'a rien à voir. Après, ceci dit, je suis d'accord qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est clair. On ne peut pas tout faire. Après, j'aimerais aussi intervenir sur la dernière carte que vous avez vue, la carte où il y a beaucoup de rouge que je peux vous distribuer, j'en ai là. En fait, c'est l'accumulation de toutes ces zones, c'est-à-dire les extractions de granulats, les aires marines protégées, tout ce qui est éolien, les restrictions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone de restriction? Parce qu'il y en a pas mal dessus. Une zone de restriction, c'est où est-ce qu'on va venir avec nos chaluts, mais avec des techniques de moindre impact. Alors, qu'est-ce que ça veut dire moindre impact? Ça veut dire qu'il faut trouver le côté technique pour pouvoir évoluer dans ces zones. Sauf qu'on ne l'a pas. On n'a pas la science. On n'a pas la science et on n'aura pas les moyens non plus. Donc, autant dire que c'est des zones qu'on va perdre tout simplement. C'est une histoire de temps, c'est tout. Alors, pour revenir à la carte rouge, vous avez les caps sous-marins aussi. Vous avez des zones oiseaux, des zones marsouins. Personnellement, j'ai fait toute ma carrière en mer. Je n'ai jamais vu de marsouin en mer du Nord. Mais les Anglais en voient. Les oiseaux, on n'empêche pas non plus. Mais bon, eux, ils en voient aussi. Voilà. Alors, au-delà de tout ça, ce qui m'inquiète le plus, parce que depuis quand même pas mal de temps, on nous parle de souveraineté alimentaire, mais je rigole. Franchement, je rigole. Parce que je me dis, alors, on est en train de tirer à boulet rouge sur la flotte européenne, parce que là, je parle de la France parce qu'on est en France, mais il y a nos amis italiens, espagnols, qui subissent la même chose. Et à côté de ça, on fusille les flottilles européennes, et à côté de ça, on va importer du poisson d'autres pays extra-communautaires où il n'y a aucune norme écologique et encore moins de normes sociales. Et sanitaire. Et sanitaire. Sanitaire, j'en parle pas, mais ça fait partie du décor. Non, mais on marche sur la tête, quoi. Je ne sais pas, il va falloir quand même, à un moment donné, que l'Europe, la Commission se réveille quand même. On termine le tour de table, parce qu'on ne va pas terminer le tour de table. On a un invité complémentaire qui s'est greffé à la visio. Donc,
On va écouter le comité des pêches de Normandie et je donnerai la parole ensuite à notre invité. Merci, Président. Oui, pour la Normandie, donc l'impact, il est réel, hein, avec ce qui vient de sortir, ce qu'on appelle le Dolphin Head, ce qui se trouve juste en face la baie de Seine, qui là est une zone totale d'interdiction à tous engins de pêche, et de part et d'autre, il y a des espèces d'appendices qui sont interdits au chalutage et à la drague. Ceci étant, en tant que Normand, on fait tout de même attention aussi à ce qui dépend des politiques faites par les îles anglo-normandes aussi, qui ne dépendent pas directement du plan qu'a présenté le CNPM, Philippe Lambert-Desgranges, mais par exemple, Jersey vient de sortir et de soumettre à consultation du public une planification maritime où il y a tout un chapelet d'aires marines protégées qui exclut les arts traînants juste entre le Cotentin et Jersey. Ce qui veut dire que là... Il y a Pierre Vogt, hein, qui oui. est vice-président de la région Normandie, qui nous en parlera tout à l'heure au titre de la planification, puisqu'il est président de la commission permanente du comité maritime de façade. Voilà. Ouais, donc ça là-dessus. Et en fait, c'est la même démarche en fait. C'est-à-dire, les Anglais ont une démarche très cadrée, très polie, je dirais presque à la limite beaucoup moins foutraque que ce que l'on peut faire, nous, côté français, où on fait des commissions et des réunions un peu partout sur le littoral. Eux, c'est très cadré. Mais ceci étant, quels que soient les arguments que l'on avance, on ressent toujours la même décision qui est en fait de, effectivement, virer à terme les Français de leurs eaux. Au mois de novembre l'année dernière, nous avions une réunion à Saint-Malo avec le comité régional de Bretagne et l'Union européenne, la DG AMPA et le DEFRA. Et nous avions, dès ce moment-là, alerté l'Union européenne sur ce qui se passait côté Jersey, qui est exactement la même démarche, en disant qu'on craignait que les outils qui étaient mis en place contre les arts traînants étaient une façon de virer les Français des eaux. Et l'Union européenne nous avait répondu, bah oui, mais il y a pas vraiment de discrimination, parce qu'ils font la même chose aussi pour leurs propres bateaux. Sauf que ce soit à Jersey, où il n'y a presque pas d'art traînant, ou que ce soit en face, côté anglais, c'est exactement la même chose. Les gouvernements successifs, qu'ils soient conservateurs ou travaillistes côté anglais, ont quelque part sacrifié leur pêche sur toute la sud-côte anglaise. Ils l'ont réservé, parce que c'est un peu la côte d'Azur pour chez eux, ils l'ont réservé à la plaisance, aux marinas, à des exploitations industrielles, et il n'y a presque plus de pêche chez eux. Et même les Anglais, de temps en temps, viennent chez nous demander notre soutien. Je pense par exemple au port de Plymouth, qui est un gentil petit port anglais avec une belle activité, et où le propriétaire du port, en fait, souhaite et ne rêve que d'en faire une marina, et donc de virer les pêcheurs. Donc ce que je crains dans une démarche vis-à-vis de l'Union européenne en appelant à la discrimination, c'est qu'on ait la réponse bateau de dire oui, mais ils font pareil, on ne peut pas intervenir. Donc il faut vraiment montrer que ces outils, ces faits côté anglaise, sont vraiment dirigés contre les flottilles les plus importantes, c'est-à-dire essentiellement les Français, accessoirement les Belges et Hollandais, que l'on va retrouver chez nous, ce qui va venir accentuer toutes les difficultés chez nous, ce qui, bien sûr, pression économique, mais bien sûr aussi pression sur l'environnement, alors que ce matin, dans la presse, je lisais que la Manche, mer du Nord, était exemplaire en termes de retour à des stocks en bonne santé, puisqu'on est à 63% des stocks qui sont revenus au rendement, au RMD, rendement maximal. Donc, quelque part, on se dit, on n'est pas là, surtout en cette enceinte, pour appeler à des actions plus ou moins violentes, mais c'est clair que... Certainement pas violentes, mais ceci étant, à un moment donné, les marins vont se retrouver un petit peu en mer, acculés à des réactions défensives. Et quelque part, on se dit que la bonne stratégie est peut-être aussi de faire ce qui a été fait pour traiter le Brexit, c'est-à-dire que la pêche a été mise à un niveau élevé, puisqu'on a été dans la dernière ligne droite des négociations. Et quelque part, il faut dire aux Anglais, OK, vous nous faites perdre ceci, mais nous, on vous fait perdre cela.
Alors, on va donner la parole à la région Hauts-de-France. Alors, on voit Daniel Fasquelle en fond d'écran, mais on a le président de région, Xavier Bertrand, qui est en ligne et qui va s'exprimer. Daniel aura son temps de parole aussi, puisqu'il est quand même aussi bien concerné par le sujet. Et on passera ensuite la parole à Pierre Vaux. Donc, Xavier, je sais que tu es en ligne, tu nous entends. Vous m'entendez, Monsieur le Président ? Extrêmement bien. Très bien. Bon, tout d'abord, je voulais vous remercier, je voulais te remercier, Jean-François, d'avoir organisé très vite cette table ronde. Elle est indispensable parce que le temps presse. Ça a été très bien résumé par les différents intervenants, et notamment Olivier Leprêtre qui m'a alerté en premier. C'est vraiment une question de survie pour nos pêcheurs. Et donc, je pense que le constat, on le connaît bien. Nous pensions qu'on aurait des problèmes avec les Anglais sur les accords post-Brexit. Ils ont trouvé la façon d'aller beaucoup plus vite avec ces différentes notions. Les différents intervenants l'ont très bien rappelé, tout cela ressemble clairement à un prétexte sous couvert de défense de l'environnement. Et on a une Commission européenne qui aujourd'hui est aux abonnés absents. Donc la question qui se pose, c'est urgemment, quels sont les moyens de riposte politique que nous engageons au niveau français et au niveau européen pour qu'enfin la Commission puisse se réveiller. Je pense que le sujet, plus le temps passe, plus les Anglais vont parvenir clairement à leur fin. Alors, bien évidemment, comme le dit l'Europe, les Anglais aussi ne pourront plus pêcher dans ces zones, mais regardez, les chiffres sont éloquents, l'impact économique pour nos pêcheurs et l'impact économique pour les pêcheurs anglais. Donc, très clairement, je pense qu'il faut se battre pour éviter cette application au 22 mars et l'application tout court. J'ai eu l'occasion de saisir, après en avoir parlé avec Daniel Fasquelle et avec Jean-François Rapin, tous deux membres du Conseil régional. Je sais que le président Rapin intervient avec une autre responsabilité aujourd'hui, de façon à saisir le Premier ministre. Je lui ai écrit, je l'ai saisi après un déplacement qu'il a fait dans le Pas-de-Calais. Je pense que ces sujets-là ne se régleront pas de ministre de la Pêche à ministre de la Pêche, et de Premier ministre à Premier ministre. Et nous avons besoin absolument de saisir l'Union européenne pour qu'elle change d'attitude, qu'elle sorte de sa léthargie, et qu'on dise très clairement aux Britanniques que s'ils le font, eh bien, écoutez, les mesures qui seront prévues dans l'accord Brexit, c'est-à-dire les contraintes imposées aux Britanniques, nous les mettrons en œuvre. Je pense qu'il n'y a que ce discours-là qui peut être entendu, mais ce que je veux dire encore une fois, c'est que c'est dans un peu plus d'un mois et qu'il est indispensable d'avoir une mobilisation générale, mais qui soit extrêmement ferme, parce que ce qu'a dit Olivier Leprêtre tout à l'heure est très juste. Vous savez, on a beaucoup parlé des problèmes des agriculteurs, on se retrouve avec la même chose. C'est-à-dire qu'au final, on va être obligé d'importer. Et d'importer un certain nombre de produits de pays qui ne respectent vraiment pas les mêmes contraintes écologiques. Donc voilà, moi, ce que je voulais indiquer. La mobilisation également des autres conseils régionaux est évidente. Je sais que d'autres s'exprimeront pour la Normandie. Mais encore une fois, à l'issue de cette table ronde, il faut qu'on décide d'un plan d'action et qu'on ait une mobilisation au plus haut sommet de l'État pour que, tant vis-à-vis des Britanniques que de l'Union européenne, les choses bougent. C'est une question, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est une question de survie, et c'est la raison pour laquelle on doit absolument se battre pour nos pêcheurs. Merci Xavier. Daniel, un petit mot à ajouter sur ce sujet ? Oui, écoutez, c'est difficile d'ajouter quelque chose après le président de région, Xavier, qui a parfaitement bien résumé la question et qui a pris avec toi le sujet à bras-le-corps, alerté par nos marins-pêcheurs que je connais bien, que j'ai représenté pendant de nombreuses années à l'Assemblée nationale, et je continue de vivre leur vie ici à Étapes-sur-Mer et à Boulogne-sur-Mer. Et moi, je voudrais simplement insister moi aussi sur l'enjeu de la situation et sur la survie que ça représente pour la pêche boulonnaise et la pêche étaploise. Enfin, si cette décision est effectivement appliquée, ce serait catastrophique, puisque c'est une grande partie du chiffre d'affaires de nos marins-pêcheurs qui serait atteinte, et forcément des entreprises artisanales qui seraient profondément déstabilisées, avec des conséquences évidemment pour le nombre de navires qui pourront encore pêcher à Boulogne-sur-Mer, sur le port de Boulogne-sur-Mer lui-même, parce que Boulogne-sur-Mer est la première plateforme de transformation de poissons en Europe. C'est 5000 emplois. Et ces 5000 emplois, ils ne resteront pas à Boulogne-sur-Mer si on ne pêche pas un minimum de poissons à Boulogne-sur-Mer. Et donc derrière, c'est non seulement la pêche elle-même, la pêche artisanale qui va être terriblement atteinte, mais c'est également derrière toute l'industrie de transformation du poisson, puis toute la filière, en réalité, y compris évidemment la distribution du poisson. Donc il n'y a pas que les emplois de la pêche, il y a derrière des milliers d'emplois qui sont concernés par le sujet dont on débat cet après-midi. Et c'est tout un monde et toute une filière qui risque d'être profondément déstabilisée.
Un autre point sur lequel je veux insister, c'est la question de la surpêche. Parce qu'on sait très bien, et Olivier le prêtre le dit souvent, Jean-François, tu le dis aussi, et Xavier, mais on sait très bien qu'à partir du moment où on réduit les zones de pêche, comme les eaux françaises sont des eaux européennes, on va non seulement avoir une concentration des navires de pêche français, mais également hollandais, belges et étrangers dans nos eaux. Et donc, avec un risque de surpêche dans les eaux européennes, avec des risques de conflit aussi. Et ça, il faut en avoir pleinement conscience. Et puis, quelque part, on sait qu'on importe les 2 tiers du poisson qu'on consomme en France. Donc, moins on pêche en France, plus on importe. Et on importe parfois du poisson de zones de pêche où on ne respecte absolument pas les règles qu'on s'impose en Europe. Donc, quelque part, c'est une surpêche dans nos propres eaux, mais c'est également encourager la surpêche dans des zones où, en réalité, on fait du braconnage et on est en train d'épuiser la ressource halieutique, alors que, justement, on la préserve en Europe. Donc, il faut vraiment ne pas laisser passer. Les Anglais... on sait qu'il faut se méfier de la perfide Albion. On voit bien très bien, Xavier Bertrand l'a dit, d'autres avant lui, le manque de sincérité des Britanniques et la façon dont ils avancent cachés pour en réalité nous exclure de leurs eaux en ce qui concerne la pêche. Il faut une réaction forte de l'Union européenne. Il y a un accord de coopération et de commerce qui permet des mesures de rétorsion. Si les Britanniques ne respectent pas la lettre et l'esprit de cet accord négocié par Michel Barnier. Puis par ailleurs, il faut aussi que la France monte au créneau, parce que la Commission européenne ne bougera pas s'il n'y a pas de forte volonté du côté du gouvernement français. Toi, tu l'as dit, tu as pris des contacts. Merci à toi pour cette réunion cet après-midi qui permet de sensibiliser l'ensemble des acteurs, en espérant d'ailleurs qu'il y ait une réaction forte de l'Union européenne et de la France. Merci Daniel. Je vais donner la parole à Pierre Vogt, qui est là pour représenter la région Normandie, mais il a aussi la fonction de président du comité maritime de façade. Et on sait que le comité maritime, président de la commission permanente du comité maritime de façade, c'est le préfet maritime qui est président du comité maritime de façade, mais qui a la responsabilité avec le préfet maritime de mettre en place les dispositifs qui concernent la planification maritime. Et si tout à l'heure, Olivier Leprêtre nous a exposé le fait de toutes les contraintes sur un détroit finalement très peu surfacique, Pierre en a la responsabilité. En tout cas, il doit avec parcimonie gérer cet espace. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Oui, j'interviens en tant que conseiller régional délégué à la mer, simplement. Je voudrais dire 2 choses. D'abord, appuyer ce qu'a dit Monsieur Delahaye, bien sûr, parce que le modèle de la pêche artisanale rentable, c'est le modèle que soutient la région Normandie. Donc, nous sommes particulièrement inquiets des constats que nous faisons aujourd'hui. Je voudrais aussi appuyer ce qu'il a dit et qui n'a pas de rapport avec l'ACC stricto sensu concernant les îles anglo-normandes. Parce qu'au travers, à l'occasion du Brexit, il est bien clair, et nous le savons parce que nous avons une petite antenne à Jersey, une sorte d'ambassade à Jersey qui nous permet de voir ce qui s'y passe. Nous voyons bien que à cette occasion, le Royaume-Uni en profite pour renforcer la tutelle qu'il exerce sur les îles anglo-normandes, sur Jersey en particulier, et que c'est une évolution qui était commencée avant, mais qui est vraiment de plus en plus lourde, sous le prétexte bien sûr que tout ce qui est relations internationales, et on considère que c'est le cas, doit passer par Londres et non pas être traité directement par les autorités des îles anglo-normandes. Et qu'effectivement, à Jersey, ce sont 3 zones importantes qui sont pressenties dans le Marine Spatial Plan en cours d'élaboration pour être totalement interdites aux arts traînants. Et comme par hasard, ces 3 zones sont orientées vers la France. Elles constituent un bouchon vers la France à partir de l'île de Jersey, à partir de la zone des Minquiers et presque un petit peu aussi au large des Écréous, qui sont les dernières archipels dépendants de Jersey au nord de la Manche ouest. Donc, ça c'est vraiment important. Mais je voudrais aussi souligner quelque chose qui n'a plus forcément un rapport avec notre relation
avec nos voisins britanniques, qui sont les conséquences de cette nouveauté, enfin de ce qui apparaît comme être une nouveauté, même si elle a été, comme l'a dit M. de Lambert, longuement élaborée, sur la planification maritime, dont non, je n'ai pas la charge, mais à laquelle je contribue au travers de la commission permanente du Conseil maritime de façade Manchès-Mer du Nord. Alors, je voudrais d'abord dire que nous sommes dans un cycle un peu précipité de planification. Il y a 6 ans, nous avons contribué, et nous avons beaucoup contribué en rédigeant beaucoup de parties nous-mêmes, à ce document stratégique de façade, première version, dont le cœur actif est une petite liasse de cartes de vocation. La carte des vocations, c'est par zone maritime Manche-Est, Manche-Ouest, enfin il y a 7 zones définies sur notre littoral, sur notre façade, de définir quelles sont les activités que l'État français décide de faire coexister. C'est d'organiser la compatibilité de ces différentes activités. Directive de 2014. Hein. Voilà. Et on est en 2024. Donc, la première chose a été faite. Voilà. Donc, il y a une première étape. À la suite de cette définition, qui avait emporté le consensus des acteurs de la mer, qui se réunissent particulièrement au sein du Conseil maritime de façade, il y a eu un long moment pour définir un plan d'action permettant de soutenir les orientations qui étaient ainsi définies. Et puis, 2 ans après que le plan d'action soit élaboré, dans un cycle qui me semble un peu précipité, on décide de recommencer. Ce qui fait que ça fait maintenant bientôt 1 an, enfin disons 9 mois, que ce processus est engagé, que nous avons déjà analysé l'évolution des enjeux, que nous avons déjà même voté une première ébauche de nouvelles cartes d'évocation, alors qu'il est clair qu'on le voit aujourd'hui. Il est indispensable de remettre le travail sur le métier, puisque on ne peut pas imaginer qu'on définit les cartes de vocation en négligeant le fait qu'on restreint par ailleurs les zones d'activité qui sont autorisées à l'intérieur de nos zones et qui ne le sont plus ailleurs. Il y a évidemment un report d'activité qu'il faudra prendre en compte. Donc j'ai un peu l'impression que, et je voudrais sensibiliser mesdames et messieurs les sénateurs sur ce fait, c'est qu'on a imaginé un système législatif qui oblige à une espèce, j'appelle ça une embâcle planification, une embâcle programmatique, parce que l'effet de la planification antérieure va finir par rattraper la planification nouvelle. Donc ça va être totalement inefficace, alors que, pour ma part, je crois vraiment à l'utilité de cette planification, et particulièrement à l'aspect cartographique de cette planification. Aujourd'hui, on l'illustre bien, on n'a pas sorti des grands arguments philosophiques, on a sorti des cartes. C'est ça l'important, parce que c'est là que l'on voit des choix. Alors, donc je veux vous sensibiliser les législateurs sur ce sujet. Il me semble urgent à la fois de rendre ce jeu de planification plus sérieux et de le rendre plus utile et efficace en le rendant réaliste. Je pense qu'un pas de temps de 10 ans serait plus raisonnable qu'un pas de temps de 5 ans, alors qu'il faut grosso modo 4 ans pour le faire. Voilà. Bon, ça c'est la première chose que je voulais dire. Je voudrais dire aussi une autre chose, à laquelle nous avons beaucoup réfléchi au sein de notre commission permanente. Cette planification, pour nous, elle est un constat, elle est l'expression d'un choix. Elle sert énormément pour déterminer des zones d'implantation éolienne, bien sûr en tenant compte de toutes les activités, et bien sûr en tenant compte de la principale des activités qui est la pêche artisanale. Mais nous voulons considérer, c'est peut-être un vœu pieux, et je voudrais ici, devant une partie de la représentation nationale, l'exprimer comme un souhait, qui est que, une fois que cette planification est établie, nous aurions imaginé, c'est notre petite commission qui souhaite ça, nous aurions imaginé que l'État devienne maître d'ouvrage de la réalisation
à la réalisation effective du projet que constituent les cartes de vocation. C'est-à-dire qu'ils soient garants vis-à-vis des différents acteurs, les uns vis-à-vis des autres, que les compatibilités qui sont inscrites dans la carte de vocation deviennent quelque chose dont l'État est garant. Je vais donner un exemple très pratique. Le sujet principal du débat, on ne va pas se cacher de petits doigts, c'est la compatibilité entre l'éolien et la pêche. Nous voudrions que l'État soit maître d'ouvrage des projets éoliens. Il ne l'est pas tout à fait. Il est un peu plus depuis le changement de paradigme au début, 2 ans après le septennat de M. Macron, mais il ne l'est pas tout à fait. Et qu'en plus, il soit maître d'ouvrage, j'ouvre les guillemets, de projets éoliens compatibles avec le maintien de la pêche en son sein. Que ce soit l'État qui soit responsable de cette compatibilité. Or, ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. En ce moment, l'État, effectivement, aide un petit peu à la maîtrise d'ouvrage dans la mesure où il anticipe des études, qu'il définit des zones. Mais pour autant, une fois que c'est décidé, les pêcheurs se retrouvent face à face avec les industriels et avec une voie qui consiste à dire débrouillez-vous, organisez-vous. Nous souhaiterions que les cartes d'évocation se traduisent par une obligation pour l'État de les faire valoir vis-à-vis des différents acteurs et réciproquement. Voilà ce que je voulais vous dire à l'occasion. Alors, je suis un peu sorti, excusez-moi. Non, mais la planification, c'est très bien, c'est important de la CC, mais c'est quand même important parce que c'est une conséquence grave, visible et sensible. L'impact de la planification sur les zones de pêche restantes en France, il aura aussi une parce qu'on est dans la couture, dans le détail. Il aura une incidence, bien sûr. Absolument. Bien, donc on va laisser la parole à M. Rondeau qui représente la DG AMPA. J'avais eu donc Éric Banel au téléphone dès la fin de semaine dernière. Pour les raisons que j'ai invoquées, il ne peut pas être là aujourd'hui. Il aurait pu être là avec nous, donc ça veut dire que la DG AMPA ne se défilait pas comme l'a fait la Commission. Et je pense que c'est important d'avoir votre éclairage parce que vous allez être aussi peut-être avec nous les porteurs des messages à la Commission. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Donc, bonjour à tous, je suis donc Arnold Rondeau, je suis adjoint sous-directeur donc à la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Effectivement, donc comme c'était dit par plusieurs intervenants précédents, donc je vais raccourcir et dire et aller à des choses qui n'ont peut-être pas encore été assez dites sur le sujet. Donc juste pour rappeler le contexte, effectivement, donc si on dresse l'état des lieux depuis l'entrée en vigueur du Brexit en 2021, donc en tant qu'État côtier, et donc le Royaume-Uni a entrepris de consolider son réseau d'aires marines protégées existantes. Donc ils veulent et ils ont commencé à mettre en place des nouvelles mesures applicables à tous les niveaux de pêche, quel que soit leur pavillon. Et donc ils ont modifié le Fisheries Act de 2020 et ils ont confié à une agence qui est le Marine Management Organization, le MMO, une agence du Royaume-Uni, et à leur ministère donc chargé de la pêche, le DEFRA. Donc ils leur ont confié à ces deux entités donc de prendre donc des nouvelles mesures dans ce réseau des aires marines protégées. Donc ça se fait donc ils ont pour reprendre les termes de Philippe de Lambert, ils marchent par lots, ils font des lots successifs, et donc pour une AMP, ça se passe en 3 étapes. D'abord, un appel à donner pour donc identifier les pressions qui s'appliquent à la zone afin de définir au mieux des mesures de protection. Alors après, j'ai entendu Monsieur le Prêtre dire qu'effectivement, elles n'étaient pas toujours adaptées exactement au niveau scientifique, à ce qu'il y avait à protéger dans cette zone. Second point, ensuite, donc, il faut une consultation du public, donc visant à recueillir l'avis des parties prenantes. On y a, je vais le détailler dans quelques instants, on y a répondu à chaque fois. Et enfin, donc, il y a un décret, un bylaw qui formalise ces mesures en vigueur. Voilà. Vous dites on y a répondu à chaque fois parce que vous avez été sollicité.
Oui, bien sûr. Donc à chaque consultation du public. Et les comités nationaux aussi. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez émis des réserves, je suppose, sur leur position. Oui, effectivement. Donc c'était le point suivant de mon intervention. Merci, M. Mossedan. Effectivement, on a activement participé à ces consultations. Donc on a collaboré, on a partagé nos éléments avec la profession. Et donc je pense notamment à la Normandie sur l'an dernier, en août 2023, on y a répondu. On s'est échangé les documents. La Normandie a répondu, je me rappelle, sur Dolphin Head de mémoire. Voilà, donc effectivement, on l'a fait à chaque fois. Donc effectivement, et donc on continuera à le faire effectivement dans les nouveaux lots qui seront faits. Voilà. Pardonnez-moi, Arnaud, c'est bien ce qui est inquiétant. C'est-à-dire que même quand on joue le jeu, de toute façon, on est à peu près sûr de la réponse. Donc, qui est bof, ça sort. Non, je pense que, bien sûr, on n'est pas du tout naïf, hein, mais effectivement, en tout cas, on l'a fait et on continuera à le faire. Ensuite, comme j'ai dit, après, en tant qu'État côtier, voilà, ils sont dans leur droit réglementaire, donc effectivement, c'est là-dessus qu'il faut se battre. Donc effectivement, j'en viens au point suivant. Donc les services du secrétaire d'État à la mer et à la biodiversité, puisque donc c'est le nouveau nom donc du secrétaire d'État à la mer chargé auprès du ministre de la Transition écologique, donc ont entamé donc des différentes actions. Donc je les détaille. Elles sont de deux ordres. Auprès de la Commission, donc on a alerté récemment là donc la Commission donc des mesures prises par ce nouveau paquet, ce paquet numéro 2, hein, donc de ces nouvelles AMP qui entreront en vigueur le 22 mars. Donc on les a alertés donc sur le potentiel caractère discriminatoire par rapport aux autres navires français et européens, puisque effectivement donc il y a plus de navires français ou européens que de navires anglais par rapport à ces gens de pêche qui sont... Je vous coupe 2 minutes. Ça s'est fait sous quelle forme? Sous forme d'un courrier du ministre au commissaire? Non, là, à chaque fois, au niveau technique, ce sont des notes des autorités françaises qui sont faites sous l'égide du SGAE, donc Secrétaire général des Affaires européennes, et donc voilà, après c'est envoyé par l'ARP à la Commission européenne. Voilà. Donc alerte de la Commission. On a eu des réunions techniques avec d'autres États membres et avec la Commission donc cette semaine à ce sujet. Et ensuite, donc le second volet, la seconde action qu'on met en place, c'est auprès donc du Conseil des États membres. Et donc là, on est en train de sonder différents États membres qui sont également impactés par des mesures similaires. Donc, je pense notamment au Danemark qui est impacté par une interdiction de la pêche du lançon. C'était un petit poisson qui est pêché donc par les Danois, plutôt au nord de la mer du Nord. Et donc cette interdiction est très problématique. Et donc on est en train de s'harmoniser avec eux, si j'ose dire. Et donc il y a un projet de non-papier qui sera étudié au Conseil Agripêche du 26 février. Et donc la France s'associera donc à cette et à intégrer des éléments sur nos propres AMP, sur les points qui nous touchent le plus. Et donc on devrait donc faire valoir donc à ce Conseil Agriculture et Pêche du 26 février donc une position commune France-Danemark, et donc on espère obtenir un soutien d'autres États membres, donc Allemagne, Pays-Bas, Belgique, etc. Et Espagne, donc sur ce sujet-là, donc pour demander à la Commission qu'elle s'empare plus qu'elle ne s'est emparée pour l'instant du sujet, et donc fasse une analyse sur le caractère discriminatoire, selon nous, donc de ces mesures prises par le Royaume-Uni. Voilà, donc vraiment c'est là-dessus qu'on se bat. Donc j'ai parlé donc du réseau actuel d'aires marines protégées. Donc il y a aussi, je voulais le dire à la fin, il y a aussi également les HMPA, les aires marines hautement protégées. Donc là, ce n'est pas des aires actuelles dans lesquelles on augmente le niveau de protection, ce sont des créations de nouvelles aires marines protégées, donc ex nihilo. Donc là aussi, on fait le même travail d'analyse des call of evidence, de réponse aux consultations, et on continuera à le faire. Et donc je pense qu'effectivement, donc c'est le message que me disait hier Éric Vanel, donc c'est qu'effectivement, on participera activement à ce travail au niveau européen, et on pense que c'est clairement sur le champ européen que doit se faire ce travail donc de réponse dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération auprès du Royaume-Uni pour se battre, et donc et faire entendre et faire comprendre au Royaume-Uni donc l'impact que ça peut avoir sur les navires français.
Merci. Donc, les actions sont menées. Alors, peut-être pas suffisantes parce que pour l'instant, pas de réponse de la Commission vraisemblablement. Donc, ça veut dire que si on décide, nous, d'aller plus loin, c'est surtout la Commission qu'il faut solliciter dans un premier temps. Et pour voir... Alors, avez-vous fait une analyse, ça c'est ma question et je passerai la parole à Alain Cadec ensuite, avez-vous fait une analyse de la capacité qu'on a aujourd'hui, que la Commission a à appliquer, à mettre en place des mesures de rétorsion sur les Britanniques? Est-ce que c'est possible alors que la période d'accord n'est pas terminée et est-ce que ça peut s'envisager? Écoutez, moi, j'ai deux idées qui me viennent à l'esprit. Déjà sur le marché. Ah, je croyais que c'était moi. Pardon. Tu vas regarder. Il joue rapide. Monsieur le Président, effectivement, donc on est en train d'analyser ça avec au niveau français et auprès de la Commission européenne. Nous, ce qu'on fait valoir au titre de l'accord de commerce et de coopération, c'est l'article 494 de l'ACC qui prévoit que donc les parties coopèrent ensemble à l'élaboration de mesures. Donc on veut coopérer. Et également, donc, l'autre point qui est de cet article que je cite, donc l'article 414, donc précise qu'une partie doit mettre en œuvre des mesures qui soient à la fois proportionnées et non discriminatoires. Donc je répète, une mesure proportionnée et non discriminatoire pour la conservation des ressources biologiques marines ainsi que la gestion des ressources de pêche. Donc c'est vraiment sur ce point-là que nous, on compte se battre. Je suis en train de voir si on ne trouve pas d'accord. Il y a un comité des deux parties qui permet de trancher. Absolument. Donc c'est le comité spécialisé des pêches, le CSP, qui est institué par l'accord, qui est coprésidé par le Royaume-Uni et par la Commission européenne. Et donc il se réunit à peu près 2 à 3 fois par an avec un formalisme. Et quand même, je tiens à le dire, parce que Philippe me regarde, que pour faire mettre des points à l'ordre du jour de ce CSP, ça n'est pas toujours facile, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et en plus, 2 à 3 fois par an, l'échéance, c'est dans un mois. Quoi. Il faut peser, oui. Alain Cadec, et après je redonnerai la parole à Olivier qui voulait parler de ces mesures. Vas-y, Alain, vas-y. Mets ton micro, je sais pas, non, il n'est pas allumé. Ah voilà. C'est bon. Oui, d'abord, moi ce qui m'inquiète, c'est que ça préfigure ce qui va se passer en 2026 au moment de la fin de la période de transition. C'est le commencement, si j'ose dire le commencement de la fin, j'exagère, mais à peine. Et donc ça c'est une grosse inquiétude. Par ailleurs, il y a eu des négociations Brexit, moi je me rappelle, puisque je travaillais avec Michel Barnier à l'époque, j'étais encore au Parlement européen, je présidais la commission de la pêche, et donc j'avais insisté pour qu'ils mettent un certain nombre de filets de sécurité, si j'ose dire. Et donc, il y a des mesures de rétention possibles. Il y en a dans l'accord. Donc, dans le cas où les Britanniques ne respecteraient pas cet accord. Le seul problème, et Olivier l'a souligné tout à l'heure, c'est que ça concerne quasiment que la France. Il y a un peu les Néerlandais, un peu les Belges, mais c'est vrai que ça concerne quasiment que la France. Alors, sur l'aspect franco-français, tu le disais, Olivier, on peut trouver des solutions avec le gouvernement français, avec Christophe Béchu et Hervé Berville, mais le problème, c'est avec les Britanniques. Et les Britanniques vont sans doute profiter de la situation pour imposer un certain nombre de choses. Alors, si on ne ressort pas l'arme, entre guillemets, de rétorsion, et ça, c'est aux négociateurs du Brexit de le faire, c'est à l'Union européenne de le faire. Et pour ça, il faut qu'on soit soutenu aussi par les 26 autres membres de l'Union européenne et les négociateurs du Brexit. Je pense que l'action qu'on doit avoir, nous, collectivement, que ce soit les comités des pêches, que ce soit les fonctionnaires de la DG AMPA, évidemment sous contrôle de leur ministre, et nous, les élus, c'est évidemment dans ce sens-là, auprès de l'Union européenne, pour que l'Union européenne mette des barrières. Parce que sinon, je pense que au moment de la fin de la période de transition, ça va être un drame absolu, puisqu'on arrive déjà en mer Celtique, d'après les premières cartes que j'ai vues que Philippe nous a présentées tout à l'heure,
Et donc, tout le monde va être concerné. C'est dramatique. Donc, et si on regarde la dernière carte d'Olivier, où c'est le rouge, il n'y a plus que du rouge. Hein. Donc, tu as un couloir au milieu, là, et encore, ça ne va plus être possible, quoi. Ça va être vrai aussi pour la mer du Nord. Ça va monter beaucoup plus haut, puisque toutes les côtes britanniques sur la mer du Nord. Tu parlais du cabillaud qui remonte. Tu ne pourras plus pêcher du tout le cabillaud. La capitale du cabillaud, c'était Boulogne. Il n'en pêche plus. Hein, donc, voilà. Donc, c'est pas le tout c'est bien, hein, qu'on fasse un tour de table, c'est essentiel. Il faut d'abord qu'on le fasse. Mais il faut qu'on agisse rapidement, comme le disait Xavier tout à l'heure. Voilà. Mais des éléments précis donnés par les uns et les autres pour pouvoir aller savoir de quoi on parle, quoi, surtout. Ouais. Un sujet aussi, moi j'ai quand même du mal à me résoudre au fait que l'avenir des bateaux, notamment des Hauts-de-France et en partie de Normandie, soit suspendu à l'avis des 26 autres, quoi. C'est quand même incroyable. Enfin, voilà. Mais là, sur un sujet comme celui-là, enfin, Xavier Bertrand utilisait des mots forts en parlant d'extinction de la. C'est là où la France a son rôle à jouer. Elle doit constituer une majorité de blocage. Et non pas une minorité, mais une majorité de blocage, de majorité qualifiée. Elle peut le faire. L'Espagne nous suivra, nous aidera. Les Pays-Bas nous aideront. La Belgique nous aidera. L'Allemagne nous aidera. C'est au gouvernement français de Bien sûr, travailler tu as raison. Je connais bien la démarche. Et quand je le dis, c'est pour provoquer un peu. Mais enfin, mon gros souci, c'est qu'on est saisi là dans l'urgence, en fait. On a l'impression d'être saisi dans l'urgence. Donc il y a quand même un coup porté qui n'est pas, enfin voilà, dans le cadre de bonnes relations internationales, n'est pas acceptable. N'est pas acceptable. Alors, est-ce qu'il y a eu manque d'anticipation à un certain moment ? Ce sera peut-être un travail à faire de notre part au sein de la commission pour le comprendre, mais en tout cas, voilà. On en parlait tout à l'heure dans le couloir, Jean-François. C'est que je vous rappelle qu'on est à quelques mois maintenant des élections européennes, que la commission va changer au mois de septembre, puisque la commission c'est toujours un peu après les élections européennes. Et aujourd'hui, le commissaire d'abord, Sinkevicius et son orchestre, il laisse un peu les choses filer. Et puis ensuite, y compris la DG Marais, parce que le DG Marais va peut-être changer. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de choses qui font que tout ça va. Alors que là, on a urgence. C'est-à-dire qu'il faudrait que la France puisse, avec ses alliés européens, s'opposer à cette décision unilatérale immédiatement. Parce que c'est maintenant, c'est demain. Donc les mecs... Olivier, tu avais deux, trois mesures, enfin deux, trois propositions à faire ? Oui, donc le 22 mars, c'est demain. Et il ne faut pas oublier de parler des futures zones oiseaux et marsouins qui se profilent. Je pense que d'ici fin d'année, voilà, ce sera encore une couche. Vous voyez, on le sait parce que nous, on a déjà les informations. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Et les pêcheurs sur les quais, pareil. On se rend compte qu'on a un monde politique avec nous qui propulse la pêche, mais arrivé à Bruxelles, tout s'éteint. Il y a quand même un problème. Le problème, il est à Bruxelles, désolé, mais bon, on voit bien que n'importe quel parti, on a le monde politique derrière. Et c'est très important pour nous. Après, nous, on essaye sur les quais d'expliquer les choses, mais c'est compliqué, croyez-moi. Excuse-moi, Olivier, juste une petite remarque à ce propos, quand même. Je ne peux pas ne pas la faire. S'agissant, par exemple, de la commission de la pêche, il y a un certain nombre de collègues qui se battent plus que d'autres. Je vais le citer. François-Xavier Bellamy se bat, il faut le dire. Enfin, on n'est pas là pour faire de la politique politicienne. C'est pas de la politique politicienne d'ailleurs. Il fait son boulot de député européen, de membre de la commission de la pêche. Mais il se bat. Je suis pas sûr que tout le monde le fasse pareil. J'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer, c'est vrai. Oui, ça t'a pas échappé. Oui, et donc, ce que j'avais émis, parce que j'en ai discuté avec le président de région, Xavier Bertrand, qui m'a proposé des mesures de rétorsion, et il a tout à fait raison. Monsieur Rondeau vous nous a émis sur la piste, sur le marché européen, ça faisait quand même partie de la négociation du Brexit. C'est-à-dire que, moi, je regarde de mes yeux de pêcheur, la négociation était accès aux eaux en contrepartie, accès au marché européen. Aujourd'hui,
le marché européen, ben, ils ont accès, pas de problème. Et nous, on est en train d'éjecter des eaux. Voilà comment je le vois. Après, je pense que Marc Delahaye en parlera plus facilement que moi sur la pêche à la coquille Saint-Jacques, où depuis plus de 10 ans, le président du comité régional des pêches essaye de mettre les Anglais aux mesures techniques des pêcheurs français, c'est-à-dire les dates d'ouverture, les dates d'ouverture, les tailles des anneaux, etc. Et il n'y arrive pas. Alors, désolé, excusez-moi, mais il n'y a pas de volonté au niveau de l'Union européenne de faire ce qu'il faut. Et là, ça peut être une mesure de rétorsion. Après, si ça peut aider aussi, en termes de négociation, comme je l'ai dit, dans les eaux françaises, je négocie même moi-même avec le préfet maritime et on y aboutit sur des chaluts de moindre impact. Pourquoi ne pas proposer aux Anglais de suspendre leurs eaux et qu'on leur amène des propositions de moindre impact? Parce qu'on peut le faire, ça, hein, des chaluts. Là, je suis arrivé, les panneaux, je n'ai pas encore fait, mais les chaluts, j'y suis. D'ailleurs, j'ai un accord verbal. J'attends que ce soit signé et écrit. Donc, c'est bien que c'est un effet. On a fait ça pas comme ça à la légère. On l'a fait avec Ifremer. On avait des données scientifiques, etc. Et on sait qu'on aura beaucoup moins de pression sur les fonds. Moi, j'ai consulté les pêcheurs. Ils sont tout à fait ouverts, hein, vous voyez. Donc, côté anglais, on pourrait faire la même chose. Mais il faut une volonté de mettre ça en avant. Merci. On pourrait discuter directement. Si ce n'était pas le Brexit et l'Union européenne, comme dit Olivier, on pourrait discuter avec les Anglais bilatéralement. Mais ce n'est pas possible. C'est l'Union européenne et le Royaume-Uni. On ne peut pas discuter avec eux comme on a pu le faire pour les accords de Granville, pour un certain nombre de choses que tu connais. Mais là, on ne peut pas le faire directement. On ne peut pas le faire de façon bilatérale. Et ça, c'est le problème. Ouais. Bon, Si je peux me permettre, Monsieur le Président Rapin. Oui, Xavier, oui. Alain Cadec a entièrement raison. Mais s'il y a une carence de l'Union européenne, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Enfin, c'est de subsidiarité. Hein. Normalement, c'est l'Union européenne qui le fait. Elle est aux abonnés absents. Et permettez-moi de le dire, c'est un secret de polichinelle. Vous pensez bien que les Belges et les Néerlandais ne se gênent pas pour parler en bilatéral, même si ça n'a rien d'officiel. Donc, au bout d'un moment, il faut vraiment mobiliser, bouger, remuer l'Europe. Et Alain, en plus, a raison. Hein. Si ça joue la montre, nouvelle commission après, vous pensez que la commission finissante, elle ne va pas se mobiliser à fond. Hein. Or, on a encore une fois urgence. Et comme ça a été dit, tout ça préjuge très mal de la fin des accords, c'est-à-dire 2026. De toute façon, on savait qu'avec les Britanniques, pour des raisons politiques, s'étaient appuyés sur les pêcheurs pour avoir le vote pour le Brexit et qu'ils sont en train de leur payer la facture. Or, nous, je n'ai pas envie qu'on sacrifie justement les nôtres sous l'autel des contingences électorales britanniques, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Si les présidents de région, les deux présidents de région vont à la commission, ils seront accompagnés d'un bon nombre de sénateurs, en tout cas, je peux vous le dire. Et c'est peut-être le move. C'est l'idée qu'on a avec Hervé Morin, je ne vous cache pas. Si c'est l'idée. Oui, il y a Catherine Morin-Desailly, justement, qui bonjour s'exprimer pour la région. J'écoute avec attention ce que tu étais en train de dire et je partage totalement. On a les élections européennes en plus qui vont figer aussi les choses pendant plusieurs mois. Donc je crois qu'il est temps d'agir. On a organisé nombre de débats ici, Jean-François, pour faire respecter les accords de pêche post-Brexit, souviens-toi. Donc là, il y a le temps qui court. Et notre filière est en danger. Bien sûr, moi, je me range derrière Hervé Morin et à Pierre Vogue, qui a très bien témoigné de la position de la Normandie. Mais je pense qu'il faut agir et vraiment assez rapidement. Bien. D'autres éléments? On se recontacte. On va vous transmettre, je pense, à tous les cartes là, qui ont été diffusées. Peut-être ce que vous nous avez mis aussi au début avec tous les lots d'aires marines protégées. Je pense que c'est important qu'on ait ça en tête. On se recontacte très rapidement. Bon, moi, on est en lien avec à la fois les Normands, avec la région Normandie, et nous, les sénateurs Hauts-de-France. Peut-être les Bretons s'associeront, Alain, à notre démarche. Hein, mais je pense que voilà, il faut une démarche de force. Hein, démarche de force. Oui, vas-y Olivier. Oui, Jean-François, j'ai une petite question qui est plutôt côté politique. Est-ce que vous avez des affinités avec d'autres États côtiers, enfin des politiques d'autres États côtiers? Parce que là, si je prends la Manche-Mer du Nord, les Belges, aussi bien que les Écossais, les Hollandais sont concernés comme nous. C'est des gens qui viennent dans ces zones.
Donc je pense qu'on pourrait peut-être se trouver des alliés politiques. Enfin, ça, il n'y a que vous qui puissiez le dire. Et la présidence Moi, du c'est pas ma semestre est belge. spécialité. La présidence du semestre est Je belge. crois qu'il ne faut pas trop y compter, parce que, comme le disait Xavier tout de suite, c'est un peu chacun pour soi, là. Chacun se démerde. Et par contre, si c'était au niveau européen, je pense qu'on pourrait trouver des alliés de circonstances, et même les Espagnols pourraient nous aider sur le coup, parce que on pourrait leur envoyer l'ascenseur dans d'autres domaines de la pêche. Mais se coaliser avec les Néerlandais ou avec les Belges, on les connaît, on sait comment ils travaillent. Compliqué. Enfin, ça me semble compliqué. Je crois qu'il vaut mieux, comme le disait Xavier, il faut absolument que nos gouvernants tapent du poing sur la table. Il faut que nos ministres, et que ce soit le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe et le ministre de l'Europe, je cherchais, mais aussi le ministre de la mer et de la biodiversité, ou Béchu, même le ministre, enfin peu importe, que nos ministres et que notre président, que notre bon président de la République. Il l'avait fait pour la pêche électrique. Si, quand c'était là. Ouais, non, mais bon. Enfin, à un moment, l'État français peut aussi s'exprimer, il le fait. Donc là-dessus, il faut y aller. Les Hollandais. Je sais. Bon, d'accord. On va conclure là-dessus. Donc, ah oui, Pierre. Une toute petite remarque, dans la logique de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais se rapprochant plus de ce qu'on dit aujourd'hui. Moi, je considère que la carte des vocations existante actuellement a été faite sans ces contraintes. Il appartient donc à l'État de défendre les cartes des vocations envers et contre tout, y compris nos voisins britanniques. Voilà. Argument complémentaire à ajouter. Bon, on est en contact les uns les autres, on voit quel type à la fois de mesures, de sollicitations on peut avoir auprès de la Commission. On peut demander à voir le commissaire en urgence, mais ça c'est une autre affaire, on le sait très bien, la léthargie de la Commission est parfois pénible à supporter, mais on va prendre les contacts le plus vite possible, en tout cas pour avoir une action commune. Merci à tous d'être venus. Je le sais, les agendas des uns et des autres étaient contraints, mais je pense qu'il fallait vraiment avoir cet échange pour y voir clair et savoir vers quoi on s'engage pour la sauvegarde de nos pêcheurs, comme on l'a fait pour la sauvegarde de nos agriculteurs. Mais la pêche, c'est un vrai sujet. Je le dis souvent, Boulogne, c'était 80 000 tonnes pêchées débarquées il y a 20 ans. C'est aujourd'hui 30 000 tonnes. 30 000 tonnes, c'est 10% de l'apport qui est traité sur Boulogne aujourd'hui sur la plateforme. Ces 10%, nos mareyeurs, les unités de transformation du poisson ne peuvent pas s'en passer. Et donc, c'est toute une économie qui repose. Et puis, permettez-moi, un port de pêche sans pêcheurs, c'est vraiment très triste. Merci à tous. Merci. Merci.